J'ai reçu le message pendant le dîner. Mes enfants étaient là, riant de quelque chose qui s'était passé au travail de Julien. Chloé servait plus de riz dans les assiettes. Tout semblait normal, parfait, même. Puis mon téléphone a vibré. Sors. Ne leur dis rien. Numéro inconnu. Mon cœur s'est arrêté une seconde. J'ai regardé Julien qui continuait de raconter son histoire. J'ai regardé Chloé, qui souriait en l'écoutant. Aucun des deux n'avait rien remarqué. « Maman, ça va ?» a demandé Julien. « Oui, mon chéri, j'ai juste besoin d'aller aux toilettes. » J'ai menti. Je ne sais pas pourquoi j'obéissais à ce message étrange. Quelque chose au fond de moi me hurlait que je devais le faire. Je suis sortie de la maison par la porte de derrière, comme une voleuse dans ma propre maison. Dehors, il faisait sombre, froid. Je suis restée plantée dans le jardin, me demandant ce que diable j'étais en train de faire. C'est alors que j'ai vu les lumières, des voitures de police, 3 véhicules s'approchant lentement dans la rue, sans sirène, sans bruit, comme des fantômes. Mon sang s'est glacé. J'ai couru vers la clôture du fond, d'où je pouvais voir sans être vue. Les policiers sont descendus des voitures, ont marché vers ma maison, vers la porte d'entrée. Ils ont sonné, j'ai entendu la voix de Julien de l'intérieur. « Qui est-ce ? Police. Nous devons vous parler. » Ce qui s'est passé ensuite, mon Dieu, ce que j'ai entendu m'a brisé l'âme en 1000 morceaux. « Monsieur, nous avons reçu une plainte. Votre mère, Éléonore Girard, serait victime de maltraitance familiale. Nous avons des informations selon lesquelles vous la forcez à signer des documents, que vous la maintenez isolée, que vous contrôlez son argent. » Silence. Puis la voix nerveuse de Chloé. « C'est un mensonge. Ma belle-mère va parfaitement bien. Elle est ici en train de dîner avec nous. » Pourrions-nous lui parler ? Bien sûr. Absolument. Maman. Maman. Je les ai. J'ai entendu me chercher dans toute la maison, crier mon nom, inquiet, désespéré, mais je connaissais déjà la vérité. Quelqu'un avait déposé cette plainte. Quelqu'un qui savait ce qui se passait dans ma maison, quelqu'un qui s'était rendu compte de ce que j'avais moi-même nié pendant des mois. Je suis restée cachée derrière les buissons, regardant mon fils mentir à la police, regardant ma belle-fille jouer le rôle de la victime innocente. « Monsieur, nous allons vous demander de nous accompagner au commissariat pour éclaircir cette affaire. »« Mais ma mère, nous la trouverons. Pour l'instant, vous venez avec nous. » J'ai vu comment ils ont emmené Julien, menotté. J'ai vu comment Chloé pleurait sur le pas de la porte, criant que tout était un malentendu. Quand les patrouilles sont parties, je suis restée seule dans le jardin, seule avec la vérité que j'avais évitée pendant si longtemps. Mon propre fils, mon propre sang me volait. Je suis rentrée dans la maison par la porte de derrière. Chloé était dans le salon, parlant au téléphone avec quelqu'un. Sa voix avait complètement changé. Ce n'était plus la belle fille douce et inquiète. « Non, écoute-moi bien. La vieille s'est enfuie. Je ne sais pas comment, mais elle s'est échappée. Nous devons agir vite avant qu'elle ne parle à quelqu'un. » La vieille. Elle m'a appelée la vieille. Je suis restée là, dans l'embrasure de la porte de la cuisine, à l'écouter planifier ma propre destruction. « Oui, oui. Les papiers sont prêts concrètes. Il nous faut juste sa signature et c'est bon. La maison, le compte en banque, tout. Mais maintenant, avec cette histoire de police, ma maison, mon argent, tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant 50 ans. » Chloé a raccroché et s'est retournée. Elle m'a vue, là, debout. Son visage est devenu blanc comme un linge. « Éléonore, je ne savais pas que tu étais revenue. Je vois bien que non. » Ma voix s'est sortie calme, froide. Je ne l'ai même pas reconnue. « Tu as entendu ce que tu as entendu ?»« Qu'ai-je entendu, Chloé ?» Elle a bafouillé, cherché des excuses, des mensonges, mais je n'écoutais plus. Je pensais à tous les documents qu'ils m'avaient fait signer, pour ma propre protection. Je pensais à toutes les fois où ils m'avaient dit qu'il valait mieux qu'ils gèrent mon argent. Je pensais à toutes les fois où ils m'avaient fait sentir comme un fardeau, comme une vieille et bonne à rien.
Sors de ma maison. Chloé. Quoi? Que tu sortes, maintenant. Tu ne peux pas me mettre dehors. Julien et moi vivons ici. Nous avons des droits. Des droits. Ce mot m'a brûlé de l'intérieur. Les seuls droits que vous avez sont ceux que je vous retire. J'ai marché vers ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise sur le lit et, pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré profondément. Quelqu'un m'avait sauvée cette nuit-là. Quelqu'un avait vu ce que je ne voulais pas voir. Mais maintenant que j'avais les yeux ouverts, je n'allais plus jamais les fermer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai entendu Chloé arpenter la maison comme un animal en cage, passer des appels, murmurer, pleurer. À 3 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte. Des voix masculines, des discussions. Je me suis penchée à la fenêtre de ma chambre. 2 hommes que je ne connaissais pas parlaient avec Chloé à l'entrée. L'un d'eux tenait des papiers à la main, j'ai entendu des bribes de la conversation. Elle ne peut rien signer si elle n'est pas là. Une vieille de 70 ans ne peut pas disparaître comme ça. Encore ce mot, vieille. Les hommes sont partis à l'aube. Chloé aussi. Je l'ai vue sortir avec une petite valise, parlant au téléphone, nerveuse. Quand j'ai été sûre qu'elle était partie, je suis sortie de ma chambre. La maison était silencieuse, un silence que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je suis allée à la cuisine et je me suis préparé un café. Mon café, dans ma tasse préférée, sans que personne ne me dise qu'il était trop tard pour la caféine ou que je devais surveiller ma tension. En le buvant, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Il y a 5 ans, à la mort de mon mari, Robert, je me suis retrouvée seule dans cette maison. Julien a insisté pour que lui et Chloé emménagent avec moi, pour prendre soin de moi, pour que je ne sois pas seule. Au début, cela m'a semblé une bénédiction, avoir de la compagnie, des rires à nouveau dans la maison. Mais peu à peu, les choses ont changé. D'abord, ce furent de petites suggestions sur la gestion de mes comptes en banque, sur la signature de papier pour des formalités médicales. J'ai tout signé parce que je faisais confiance à mon fils. C'était mon sang. Puis sont venues les restrictions. Ne pas sortir seul car c'était dangereux. Ne pas parler aux voisins de nos affaires privées. Ne pas avoir besoin de tant d'argent liquide. Je suis devenue prisonnière dans ma propre maison. Et le pire de tout, j'ai commencé à croire à leur histoire. J'ai commencé à penser que j'étais vraiment un fardeau, que j'avais vraiment besoin qu'ils contrôlent tout, que j'étais vraiment une vieille bonne à rien qui ne comprenait rien au monde moderne. Mais la nuit dernière, cachée dans mon propre jardin, en regardant mon fils mentir à la police, quelque chose s'est brisé en moi. Non, quelque chose s'est réparé. J'ai fini mon café et je suis allée au bureau. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mes documents importants. Il était vide, évidemment. Bien sûr qu'il était vide, mais Robert avait toujours été un homme prévoyant. Il m'avait appris à l'être aussi. Je suis descendue à la cave, dans un coin où personne ne regardait jamais. Derrière les vieilles boîtes de décoration de Noël se trouvait un petit coffre-fort que Robert avait installé des années auparavant. À l'intérieur, il y avait des copies. Des copies de tout, l'acte de propriété original de la maison, les relevés des comptes bancaires, mon véritable testament, pas celui qu'il m'avait fait signer le mois dernier. Mon cœur battait la chamade tandis que je vérifiais chaque papier. La maison était toujours à moi, légalement mienne. Les documents que j'avais signés n'avaient aucune valeur car je les avais signés sous pression, sans conseil juridique indépendant. Robert m'avait bien formé. J'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais gardé depuis des années, celui du cabinet d'avocats Lambert & Associés. Théodore avait été l'ami de Robert, un homme honnête, de ceux qui se font rares. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de son aide, que je pensais qu'on m'escroquait. Quand je lui ai dit que c'était mon fils, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Il m'a demandé de venir à son bureau cet après-midi-là avec tous les documents que je pouvais trouver. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas perdue, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme ce que j'étais vraiment. Une femme de 70 ans qui avait travaillé toute sa vie, qui avait élevé des enfants, qui avait enterré son mari, qui avait survécu à tout. Une femme qui n'allait pas se laisser voler par personne, pas même par son propre sang.
À 14h, quelqu'un a sonné à la porte. C'était Julien. Il l'avait relâché. Évidemment, sans preuve tangible, sans plainte formelle, il ne pouvait pas le retenir. Sa voix sonnait différemment, plus dure. Ce n'était plus le fils inquiet. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire. Il a insisté, disant que j'étais confuse, que quelqu'un me montait de la tête. Je suis restée silencieuse. Il a dit que c'était aussi sa maison, qu'il avait le droit d'entrer. Je lui ai répondu que c'était ma maison et qu'il n'y vivait plus. Puis j'ai entendu le bruit des clés dans la serrure. Bien sûr, il avait un double des clés. La porte s'est ouverte. Julien est entré, suivi de Chloé et des 2 hommes que j'avais vus à l'aube. Ils se sont présentés comme des notaires, venus pour clarifier un problème, avec des documents, des corrections que je devais signer. Je les ai regardés, les 4 dans mon salon, me traitant comme si j'étais idiote. Je leur ai dit que je ne signerais rien. L'un des notaires s'est approché. Il avait une tête de requin. Il m'a expliqué que c'était très simple, qu'il fallait juste que je confirme ma signature sur des documents de transfert, pour ma propre sécurité. Une femme de mon âge ne devrait pas avoir le fardeau de gérer des propriétés. Il valait mieux que mon fils s'occupe de tout. Je me suis levée du canapé, je les ai regardés un par un. Je leur ai rappelé qu'une femme de mon âge avait bâti cette maison de ses propres mains, avait travaillé 12 heures par jour pendant 30 ans pour la payer, avait élevé 3 enfants, enterré son mari et survécu à tout ce que la vie lui avait jeté au visage. Et maintenant, une femme de mon âge allait leur dire quelque chose de très clair, qu'ils sortent de ma maison. Le notaire a souri, un sourire froid. Il m'a dit qu'il craignait que je n'aie plus l'autorité de les chasser, que d'après ces documents, je l'ai coupé, d'après ces faux documents que vous avez fabriqués. Julien a insisté qu'ils n'étaient pas faux, que je les avais signés. Je lui ai rappelé que je les avais signés sous la contrainte de la tromperie, parce que je lui faisais confiance, parce qu'il était mon fils. Il a dit que c'était justement pour ça que je devais continuer à lui faire confiance. Je lui ai demandé si faire confiance signifiait le laisser me voler après l'avoir entendu planifier de le faire. Il a dit qu'il ne me volait rien, qu'il ne faisait que protéger mon patrimoine. Protéger mon patrimoine de moi-même. Il a dit que je n'étais plus la même qu'avant, que parfois j'étais confuse, que j'oubliais des choses. Voilà le mensonge qu'ils avaient bâti pendant des mois. La seule chose que j'avais oubliée, c'était qui était vraiment mon fils. J'ai marché vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je leur ai dit de partir. Julien a dit qu'il ne partirait pas, que cette maison était aussi la sienne. Je lui ai dit que cette maison était la mienne, et que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police. Chloé a eu un rire amer. Elle m'a demandé si j'allais appeler la police comme la nuit dernière, que j'avais bien vu qu'ils ne m'avaient pas cru. Je lui ai demandé comment elle savait pour la nuit dernière. Elle était devenue blême. Elle en avait trop dit. J'ai compris immédiatement. C'était elle qui avait porté plainte. Elle avait appelé la police pour incriminer Julien, pour que je voie, pour que je comprenne ce qui se passait réellement. Elle a dit que oui, j'étais folle, folle de rage, et que les vieilles folles comme moi se battaient. Personne n'a bougé pendant un instant. Les 4 sont restés là, comme s'ils n'avaient pas bien entendu ce que je venais de dire. Julien a été le premier à réagir, s'approchant de moi avec ce sourire condescendant qu'il avait perfectionné au cours des derniers mois. Il m'a dit de ne pas dire de bêtises, que personne ne se battait contre personne, que nous étions une famille. Je lui ai répondu que la famille ne volait pas. Il a insisté qu'il ne me volait pas, qu'il prenait soin de moi. Je lui ai demandé s'il me traitait de vieille bonne à rien dans mon dos. C'était prendre soin de moi. Chloé est devenue nerveuse. Ses yeux allaient d'un côté à l'autre, comme ceux d'un animal piégé. Elle a dit que je ne comprenais pas, que les temps avaient changé, qu'il y avait beaucoup d'escrocs qui profitaient des personnes âgées. Je lui ai répondu qu'elle avait raison, qu'il y avait beaucoup d'escrocs, et que certains vivaient dans ma propre maison. Le notaire à tête de requin s'est impatienté. Il a dit que nous perdions du temps, que soit je signais ces documents de mon plein gré,
soit ils devraient envisager d'autres alternatives légales. Je lui ai demandé « Quelles alternatives ?» Il m'a expliqué qu'une femme de mon âge, vivant seule, avec des épisodes de confusion mentale, il pourrait envisager une évaluation psychiatrique. « Pour votre propre protection », a-t-il ajouté. Bien sûr, le sang s'est glacé dans mes veines. Voilà la véritable menace. Si je ne coopérais pas, il me ferait déclarer mentalement incapable. J'ai demandé des précisions sur ces épisodes de confusion mentale. Il a dit que mon fils leur avait parlé de mes absences, de mes oublis, des fois où je me perdais dans la maison, de mes conversations avec des personnes qui n'existaient pas. J'ai regardé Julien, mon propre fils, inventant des mensonges sur ma santé mentale. Je lui ai demandé s'il leur avait dit ça. Il a répondu que c'était la vérité, que dernièrement, j'étais très confuse. Je lui ai rappelé que hier encore, il disait que je parlais seule dans le jardin. Je lui ai dit que je ne parlais pas seule, que j'écoutais comment il me trahissait. Il a dit « Voilà, ça recommence, les paranoïas, les délires. » Je me suis tue un instant. J'ai compris leur stratégie. Tout ce que je dirais pour ma défense, ils l'utiliseraient comme preuve de ma prétendue folie. Mais je n'étais plus la même femme effrayée d'il y a 2 jours. Je leur ai dit que c'était bien, que je comprenais parfaitement, que je comprenais que j'avais besoin d'une protection légale. Ils se sont tous un peu détendus. Julien m'a dit qu'il savait que je finirais par comprendre. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement, mais que j'avais besoin d'une protection légale contre eux. J'ai marché vers le téléphone et j'ai composé le numéro de Théodore. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai dit que j'étais à la maison et que j'avais des visites indésirables, que j'avais besoin qu'il vienne maintenant. Il m'a demandé si j'étais en danger. Je lui ai dit que j'étais en danger de me faire voler. J'ai raccroché. Les 4 me regardaient avec des visages bien différents de ceux d'il y a 5 minutes. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas m'empêcher d'avoir un conseil juridique. Julien n'a dit que bien sûr que non, mais que ce n'était pas nécessaire, que nous étions une famille. Je lui ai dit que les familles n'avaient pas besoin de faux notaires pour se voler mutuellement. Le notaire à tête de requin s'est offusqué, insistant sur le fait qu'il était un notaire certifié avec des lettres de créance en règle. Je lui ai dit que ces lettres de créance étaient peut-être en règle, mais que ses intentions ne l'étaient pas. Chloé s'est approchée de Julien et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Il a hoché la tête. Ils m'ont dit qu'ils allaient attendre dehors jusqu'à l'arrivée de mon avocat, pour qu'ils voient qu'ils n'avaient rien à cacher. Je leur ai dit de ne pas aller sur le trottoir, mais de quitter complètement ma propriété. Julien a dit que c'était d'accord, qu'il partait, mais que ça n'allait pas en rester là. Je lui ai répondu que non, que ça n'allait pas en rester là, que ça allait se régler légalement. Les 4 sont sortis de ma maison, mais ils ne sont pas partis. Je les ai vus par la fenêtre, debout sur le trottoir, parlant par groupe de 2, élaborant des plans. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai attendu Théodore. Pour la première fois depuis des mois, j'étais seule dans ma maison sans avoir peur, sans sentir que je devais me cacher ou demander la permission pour bouger. C'était ma maison, mon espace, mon sanctuaire, et personne n'allait me le prendre. Théodore est arrivé 30 minutes plus tard. Un homme de 60 ans, grisonnant, avec les yeux les plus honnêtes que j'ai jamais connus. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que maintenant, oui. Je lui ai tout raconté, du message anonyme à la conversation que je venais d'avoir. Je lui ai montré les documents originaux que j'avais trouvés dans le coffre-fort de Robert. Théodore a examiné chaque papier avec soin. Son visage devenait de plus en plus sérieux à chaque page. Il m'a dit que c'était très grave, qu'ils avaient tenté de transférer la propriété de ma maison au nom de Julien et qu'ils avaient aussi essayé de me faire signer une procuration générale qui leur aurait donné un contrôle total sur mes comptes bancaires. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire ça. Il a expliqué que non, pas légalement, pas sans mon consentement libre et éclairé, et certainement pas avec ces documents remplis d'irrégularités. Il a retiré ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a demandé si je voulais porter plainte au pénal contre mon fils. La question m'a frappée comme un coup de marteau dans la poitrine. Porter plainte contre Julien, contre mon propre fils. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il a expliqué que c'était compréhensible,
que c'était mon fils, mais que ce qu'ils avaient tenté de faire était une fraude, un abus financier sur une personne âgée, des délits graves. Je lui ai demandé quelles autres options j'avais. Il a dit que nous pouvions protéger mes biens immédiatement, changer toutes les serrures, révoquer toute procuration que j'avais signée auparavant, établir des mesures de protection juridique pour éviter qu'il ne recommence. Je lui ai demandé ce qui se passerait s'ils essayaient de me faire déclarer mentalement incapable. Il m'a assuré qu'avec ses documents et son témoignage, ce serait très difficile. De plus, nous pouvions demander une évaluation psychiatrique indépendante qui prouverait ma pleine capacité mentale. Je suis restée silencieuse, en pleine réflexion. Je lui ai demandé combien d'argent il y avait sur mes comptes. Il a vérifié des papiers et m'a dit que d'après les derniers relevés qu'il avait là, environ 250 000 € entre le compte d'épargne, les placements et la pension accumulée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Julien m'avait dit que nous avions à peine de quoi couvrir les dépenses de base, que c'était pour ça qu'il devait tout gérer. Il m'avait menti. J'avais assez d'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie. J'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un poids énorme des épaules. Je n'étais pas pauvre, je n'étais pas un fardeau, je ne dépendais de personne. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a expliqué le plan. Premièrement, aller à la banque demain matin pour changer tous les mots de passe et les autorisations. Deuxièmement, engager un serrurier pour changer toutes les serrures de la maison. Troisièmement, revoir mon testament pour m'assurer qu'il reflétait vraiment mes volontés. Je lui ai demandé ce qui se passerait ensuite. Il a dit qu'ensuite, nous attendrions de voir ce qu'il ferait et que nous serions prêtes à tout. On a sonné à la porte. C'était encore Julien. Il a crié de l'extérieur que mon avocat était sûrement parti, que nous pouvions parler tranquillement. Je lui ai crié qu'il n'était pas parti, qu'il était toujours là. Théodore s'est approché de la porte et lui a dit qu'il était l'avocat de Madame Girard et qu'elle ne souhaitait pas lui parler pour le moment. Julien lui a demandé de quel droit il l'empêchait de parler à sa mère. Théodore lui a répondu qu'il était son représentant légal et qu'elle avait clairement exprimé son souhait de ne pas recevoir de visite. Il y a eu un silence de l'autre côté de la porte. Puis nous avons entendu des pas s'éloigner. Théodore m'a demandé si j'étais prête, car cela ne faisait que commencer. Je lui ai demandé s'il serait prêt à aller très loin. J'ai regardé par la fenêtre. Julien et Chloé montaient dans leur voiture, mais ils ne partaient pas. Ils sont restés là, à attendre. J'ai dit à Théodore que oui, j'étais prête, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Je n'avais aucune idée de jusqu'où ils seraient prêts à aller pour obtenir ce qu'ils voulaient. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque bruit me réveillait, chaque ombre qui passait devant la fenêtre me mettait en alerte. À 3 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un essayer d'ouvrir la porte de derrière. Je me suis levée sans faire de bruit et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. C'était Julien, mon propre fils, essayant d'entrer chez moi comme un voleur au milieu de la nuit. Il a essayé avec ses clés. Évidemment, elles ne fonctionnaient pas. Théodore avait fait venir un serrurier le même après-midi et nous avions changé toutes les serrures. Je l'ai vu faire le tour de la maison, inspectant les fenêtres. Il a essayé de forcer la fenêtre de la cuisine. J'ai saisi le téléphone et j'ai composé le numéro d'urgence. 17. Police, j'écoute. Il y a quelqu'un qui essaye d'entrer chez moi par effraction. Vous connaissez cette personne ? Je me suis tue une seconde. Oui, c'est mon fils. Votre fils, vit-il dans cette maison ? Non, plus maintenant. Madame, êtes-vous en danger immédiat ? J'ai de nouveau regardé par la fenêtre. Julien avait cessé d'essayer avec les fenêtres et il était maintenant au téléphone avec quelqu'un. Je ne sais pas. Nous envoyons une patrouille immédiatement. J'ai raccroché et je suis restée à surveiller depuis la fenêtre. Julien a terminé son appel et est parti, comme s'il avait su que j'avais appelé la police. 5 minutes plus tard, la patrouille est arrivée. Les officiers ont frappé à la porte. Je leur ai expliqué la situation. Ils ont tout noté. Ils m'ont dit que je pouvais déposer une plainte officielle si je le voulais. « Madame, avez-vous un endroit sûr où passer la nuit ? C'est ma maison, je ne pars pas. »
Nous comprenons, Best serait peut-être plus prudent. Je ne quitte pas ma maison. Ils sont partis, mais m'ont dit qu'ils passeraient dans le secteur pendant la nuit pour surveiller. Le lendemain, Théodore est arrivé tôt. Comment avez-vous passé la nuit ? Je lui ai raconté la visite nocturne de Julien. Son visage s'est devenu sérieux. Éléonore, la situation s'envenime ? Ce n'est plus seulement une question d'argent. Maintenant, ils sont prêts à utiliser l'intimidation. Que suggérez-vous ? Que nous accélérions tout, allons à la banque maintenant. Nous y sommes allés dans la voiture de Théodore. Pendant tout le trajet, j'ai eu la sensation que nous étions suivis. Une voiture argentée et restées 2 voitures derrière nous depuis notre départ de la maison. À la banque, le directeur nous a accueillis avec un air préoccupé. « Madame Girard, je suis ravie de vous voir. Votre fils est passé hier, très inquiet parce que vous aviez disparu. » Mon fils est passé ici ? Oui. Il a dit que vous aviez eu un épisode de confusion et que vous vous étiez perdu. Il voulait vérifier vos comptes pour voir si vous aviez fait des transactions étranges. J'ai regardé Théodore. Lui avez-vous donné accès à mes informations ? Non, non, bien sûr que non. Pas sans votre autorisation directe. Mais il avait l'air très angoissé. Certainement, intervint Théodore. Monsieur, nous devons changer toutes les autorisations de ce compte, révoquer tout accès qui aurait été accordé précédemment, y compris celui du fils. Surtout celui du fils. Le directeur avait l'air confus, mais il a fait ce que nous lui demandions. Quand nous avons terminé, mes comptes étaient complètement protégés. Seul moi pouvais y accéder. Y a-t-il autre chose que vous deviez savoir, Madame Girard ? Oui. Combien de fois mon fils est-il venu se renseigner sur mes comptes ? Le directeur a consulté son ordinateur. Au cours des 6 derniers mois, environ 1 fois par semaine. 1 fois par semaine ? Oui. Demandant toujours la même chose, les soldes, les transactions, si vous aviez fait des mouvements étranges. Nous sommes sortis de la banque en silence. Théodore, comment Julien savait-il que nous allions à la banque aujourd'hui ? Il ne le savait pas, c'était probablement une coïncidence. Mais quand nous sommes arrivés chez moi, Julien était déjà là, à nous attendre. Maman, il faut qu'on parle. Nous avons déjà parlé hier. Non, hier tu as parlé avec des étrangers. Aujourd'hui, tu dois parler avec ton fils. Je suis descendue de la voiture et j'ai marché vers ma porte. Théodore m'a suivie. Maman, je sais que tu es allée à la banque. Je me suis arrêtée. Comment le sais-tu ? Parce qu'ils m'ont appelé. Je m'inquiète pour toi. Ils t'ont appelé ? Qui t'a appelé ? Le directeur m'a dit que tu y étais allé avec un avocat pour changer toutes les autorisations de ton compte. J'ai regardé Théodore. Quelque chose n'allait pas. Le directeur ne peut pas te donner cette information, Julien. Tu n'y as plus accès. Maman, je gère tes finances depuis 2 ans. Bien sûr que j'ai des contacts à la banque. Et je crois que c'est des contacts qui te donnent des informations privées sans mon autorisation, des informations sur ma propre mère qui est manifestement manipulée par des étrangers. Théodore s'est approché. Monsieur, ce que vous décrivez est une violation grave de la confidentialité bancaire. Et vous, qui êtes-vous pour vous mêler des affaires de famille ? Je suis l'avocat de votre mère. Ma mère n'a pas besoin d'avocat. Elle a besoin d'une famille qui s'occupe d'elle. Votre mère a besoin d'être protégée de vous. Julien a ri, un rire sans joie. Protégée de moi, c'est moi qui me suis occupée d'elle pendant des années. C'est moi qui me suis sacrifiée pour venir vivre avec elle quand elle s'est retrouvée seule. Tu t'es sacrifiée ? Ai-je répété ces mots. Oui, maman. J'ai quitté mon appartement, j'ai changé ma vie, tout ça pour m'occuper de toi. Pour me voler ? Pour te protéger de toi-même. De moi-même ? Maman, dernièrement, tu as été très confuse. Tu prends des décisions étranges, tu fais confiance à des gens que tu ne connais pas. Il a montré Théodore du doigt. Comme lui. Théodore est un ami de ton père depuis 20 ans. C'était un ami de papa. Papa est mort. Les choses changent. Je suis restée silencieuse. Ces mots m'ont fait plus de mal que je ne voulais l'admettre.
Julien, ai-je finalement dit, combien d'argent y a-t-il sur mes comptes? Pourquoi demandes-tu ça? Réponse, c'est tout. Maman, le montant exact n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il soit en sécurité. Théodore m'a dit que j'avais 250 000 euros. Théodore t'a menti. Il m'a menti? Oui, pour te faire peur, pour te faire croire que tu as plus d'argent que tu n'en as réellement. Combien j'ai? Tu as assez pour vivre confortablement si tu gères bien. C'est pour ça que tu as besoin que je t'aide. Mais montre-moi les relevés de compte. Maman, je n'ai pas apporté les papiers. Alors allons les chercher. Il n'est pas nécessaire que tu vois ces chiffres compliqués. Ils ne feront que t'inquiéter. Des chiffres compliqués? Oui, maman, tu n'as jamais été douée pour les maths. Je suis restée là, debout, à écouter mon fils me dire que j'étais trop stupide pour comprendre mon propre argent. Théodore, ai-je dit sans quitter Julien des yeux, vous avez une copie de mes relevés de compte? Oui, Éléonore. Montrez-les à mon fils. Théodore a sorti les papiers de sa mallette. Voici les derniers soldes. Julien les a regardés. Son visage a changé de couleur. Ces chiffres sont faux. Ils ne sont pas faux, a dit Théodore. Ils sont certifiés par la banque. Maman, quelqu'un manipule tes comptes. Oui, ai-je dit. Quelqu'un les manipule depuis des mois. Quelqu'un qui y avait accès. Je n'ai jamais. Julien, où est l'argent qui manque? Quel argent qui manque? Il y a 6 mois, j'avais 300 000 euros. Maintenant, j'en ai 250 000. Où sont les 50 000 autres? Silence. Julien, où est mon... Maman, cet argent est parti dans les dépenses. La nourriture, les factures, l'entretien de la maison. 150 000 euros, c'est les 6 mois de dépenses de base? La vie est chère, maman. Théodore, ai-je dit, combien coûte l'entretien d'une maison comme la mienne pendant 6 mois? Environ 8 000 euros, tout compris. Là, j'ai regardé Julien. Où sont les 42 000 autres euros? Mon fils, mon propre sang, m'a regardé dans les yeux et m'a menti une fois de plus. Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Tu es confuse. À cet instant, j'ai compris une chose terrible. Il ne s'arrêterait pas. Peu importe le nombre de preuves que j'aurai, peu importe le nombre d'avocats que j'amènerai, Julien continuerait à mentir, à voler, à manipuler, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voler. Ce soir-là, après le départ de Julien, avec d'autres mensonges plein la bouche, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de tisane et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je n'allais pas continuer à me battre avec lui, je n'allais pas continuer à essayer de lui faire comprendre. Je n'allais pas continuer à attendre que mon fils se souvienne qui était de sa mère. J'allais agir. Le lendemain, j'ai appelé Théodore. « Il faut que vous veniez. J'ai un plan. » « Quel genre de plan ? » ?»« Un plan pour en finir avec tout ça, une bonne fois pour toutes. » Théodore est arrivé 1 heure plus tard. Il avait l'air inquiet. « Éléonore, à quoi pensez-vous ? » ?»« Je pense que mon fils ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tout pris. Alors je vais lui donner exactement ce qu'il veut. » »« Je ne vous suis pas. » »« Il veut ma maison, il veut mon argent, il veut contrôler ma vie, oui. » »« Eh bien, il va se retrouver sans rien. » Théodore a retiré ses lunettes et m'a regardé attentivement. « Éléonore, vous songez à le déshériter ? » ?»« Je songe à quelque chose de plus radical que ça. » Je lui ai expliqué mon plan. Théodore m'a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps. « C'est légal, a-t-il dit finalement, mais c'est très drastique. La situation est drastique. En êtes-vous sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Très bien. Mais nous devons tout faire correctement, sans erreur, parce qu'une fois que nous commencerons, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne veux pas de retour en arrière. Cet après-midi-là, nous avons commencé à travailler. Théodore a fait venir un expert comptable, un évaluateur immobilier et un autre avocat spécialisé en droit immobilier. Nous avons fait évaluer la maison, examiné tous mes comptes,
calculer la valeur totale de mon patrimoine. La maison valait 400 000 euros. Avec l'argent à la banque, j'avais un patrimoine total de près de 650 000 euros. C'est beaucoup d'argent, Éléonore, m'a dit Théodore. De vouloir faire ça? C'est mon argent, c'est ma vie, c'est ma décision. Oui, mais... Théodore, pendant 70 ans, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai. Pendant 5 ans, j'ai laissé les autres me dire quoi faire avec ce qui est à moi. C'est fini. Je comprends, mais pensez aux conséquences. J'y ai déjà pensé. Les seules conséquences qui m'importent sont de retrouver ma dignité. Ce soir-là, tandis que Théodore préparait les documents, je préparais mon âme. Je me suis assise dans le salon où j'avais élevé mes enfants, où j'avais célébré des anniversaires, des Noëls, des remises de diplômes, où j'avais pleuré à la mort de Robert. Cette maison contenait 50 ans de souvenirs, 50 ans de vie. Mais elle contenait aussi les 5 dernières années de mensonges, d'humiliation et de trahison. Et je ne pouvais plus vivre avec ça. Le lendemain, Julien est réapparu, comme s'il avait un radar pour savoir quand je prenais des décisions importantes. « Maman, il faut qu'on parle. » « Nous n'avons plus rien à nous dire, Julien. »« Si, nous avons à nous parler, je suis venue m'excuser. » Cela m'a surprise. « T'excuser ?» ?»« Oui, j'ai réfléchi à ce que tu as dit hier. Tu as raison. J'ai été trop contrôlant, j'ai pris des décisions sans te consulter. » Je suis restée silencieuse, j'attendais la suite. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était par amour, parce que je m'inquiète pour toi. Par amour? Oui, maman, par amour. Me voler 5 000 euros, c'est de l'amour? Je ne t'ai rien volé. J'ai utilisé cet argent pour améliorer la maison, pour payer tes frais médicaux. Pourquoi, Julien? Pour prendre soin de toi. Montre-moi les factures. Quelles factures? Les factures des frais médicaux, les factures des améliorations de la maison, les factures de tout cet argent que tu as dépensé en t'occupant de moi. Silence. Maman, je n'ai pas gardé toutes les factures. Tu n'as pas gardé les factures de 50 000 euros? Certaines se sont perdues. Julien, où est-ce mon argent? Je t'ai déjà expliqué. Tu ne m'as rien expliqué, tu m'as raconté des mensonges. Il s'est approché de moi, a posé ses mains sur mes épaules. « Maman, je m'inquiète pour toi. Je crois que tu devrais voir un médecin. » Un médecin? Oui, un spécialiste. Quelqu'un qui pourrait t'aider avec ta confusion. Quelle confusion? Maman, dernièrement, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Tu accuses ta propre famille de choses terribles. Tu te caches de nous. Tu parles avec des avocats étrangers. Théodore n'est pas un étranger. Tu le connais depuis que tu es enfant. Il était différent avant. Maintenant, on l'utilise pour te manipuler. Qui me manipule? Je ne sais pas. Quelqu'un qui veut profiter de toi. Quelqu'un qui te monte la tête avec des idées folles. Je me suis dégagée de ses mains. Des idées folles comme le fait que j'ai droit à mon propre argent, des idées folles comme le fait que ta famille veuille te voler. Julien, tu me crois folle? Je te crois confuse. Je crois que tu as besoin d'aide. Quel genre d'aide? Une aide professionnelle. Peut-être que tu as besoin d'être dans un endroit où l'on peut mieux s'occuper de toi. Voilà la menace finale. Si je ne coopérais pas, ils allaient m'interner. Un endroit comme... où? Comme une résidence. Un bel endroit avec des infirmières, avec d'autres personnes âgées. Une maison de retraite. Ce n'est pas une maison de retraite, maman. C'est un lieu de soins spécialisé. Et qui va décider que j'ai besoin d'y être? Les médecins. Et la famille. Toi? Si c'est nécessaire, oui. Je suis restée là, à regarder mon fils. Le bébé que j'avais porté pendant 9 mois, l'enfant que j'avais appris à marcher, à parler, à lire, le jeune homme que j'avais envoyé à l'université, l'homme que j'avais célébré lors de son mariage. Et maintenant, il me menaçait de me priver de ma liberté. « Julien, ai-je dit très lentement, sors de ma maison. Maman, sors maintenant.
Je ne pars pas tant que nous n'aurons pas parlé comme des adultes. Les adultes ne menacent pas leur mère de les faire interner. Je ne te menace pas, je te propose de l'aide. Ton aide m'a déjà coûté 50 000 €. Je n'en ai pas besoin de plus. Maman, si tu n'acceptes pas l'aide volontairement, nous devrons chercher d'autres options. Nous ? Chloé et moi, et le médecin avec qui nous avons déjà parlé. Vous avez déjà parlé avec un médecin ? Nous avons parlé avec un spécialiste en gériatrie. Nous lui avons expliqué ta situation. Quelle situation ? Les épisodes de confusion, les délires de persécution, la paranoïa envers la famille. Sans que je sois présente, c'était une consultation préliminaire. Et qu'a dit ce médecin ? Il a dit que c'était préoccupant, que tu avais besoin d'une évaluation urgente. Je me suis assise sur le canapé, mes jambes ne me soutenaient plus. Vous avez déjà tout prévu. Nous ne voulons que le meilleur pour toi. Où ? Ou quoi ? Où allez-vous m'interner ? Il y a un très bel endroit à 1 heure d'ici. Ça s'appelle la Villa du Lac. Ils ont des jardins, des activités, de très bons soins médicaux. Vous y êtes déjà allé ? Nous sommes allés le visiter, juste au cas où. Combien ça coûte ? Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Combien ça coûte, Julien ? 5 000 € par mois. 5 000 € par mois ? Oui, mais ça en vaut la peine. Ils s'occuperont très bien de toi. Et qui va payer ces 5 000 € par mois ? Toi, bien sûr. Et bon, nous devrions utiliser une partie de tes économies. Mes économies ? Oui. Et ma maison ? La maison ? Eh bien, si tu es dans la résidence, tu n'en auras pas besoin. Alors, qu'arrive-t-il à ma maison ? Nous pourrions la vendre pour payer les frais de tes soins. Voilà le plan complet. M'interner, vendre ma maison, prendre tout mon argent sous prétexte de payer mes soins. Et moi, incapable de faire quoi que ce soit parce que je serais déclarée mentalement incapable. Quand ? Quand quoi ? Quand prévoyez-vous de faire tout ça ? Maman, nous n'avons rien décidé de définitif. Nous ne faisons qu'explorer les options. Mensonge. Ce n'est pas un mensonge, c'est de la planification responsable. La planification responsable, c'est planifier ma vie sans me consulter ? Nous te consultons maintenant. Vous ne me consultez pas, vous m'informez. Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre. Nous voulons juste prendre soin de toi. Je me suis levée du canapé. Julien, j'ai tout parfaitement compris. Oui, j'ai compris que je dois agir vite. Agir comment ? Tu le verras bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le temps des conversations est terminé. Maman, ne fais rien d'imprudent. Imprudent comme me défendre de mon propre fils. Imprudent comme prendre des décisions importantes sans y réfléchir. J'y ai très bien réfléchi, Julien, pendant des mois. Quelle décision ? Tu le sauras bien assez tôt. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Maintenant, sors de ma maison. Et ne reviens pas avant que je ne t'invite. Maman, sors. Il est parti, mais avant de s'en aller, il s'est retourné vers moi. Maman, j'espère que tu reconsidéreras. Pour ton propre bien. J'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre elle. Pour mon propre bien. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était pour mon propre bien. Mais les mots bien, pour moi, c'était terminé. Maintenant, venait la partie difficile. La partie qui allait me faire plus de mal à moi qu'à eux, mais c'était le seul moyen de gagner. Le lendemain, Théodore est arrivé avec tous les documents prêts. Je n'avais jamais été aussi sûre d'une décision de ma vie. Chaque signature me faisait mal, mais me libérait aussi. Tout serait prêt en 1 semaine, peut-être moins. Cet après-midi-là, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Madame Girard, ici le docteur Morin, du centre d'évaluation gériatrique. Votre fils a demandé une évaluation à domicile pour vous. Mes veines se sont glacées. Une évaluation à domicile. Ma famille avait signalé des épisodes de confusion, de paranoïa, un comportement erratique. Selon eux, j'avais accusé ma famille de me voler. J'avais changé les serrures sans raison. J'avais engagé des avocats pour me battre contre ma propre famille. Je lui ai dit que tout cela était vrai, mais pas parce que j'étais confuse. Le docteur a insisté sur le fait qu'il était important de m'évaluer pour déterminer si je pouvais continuer à vivre seule en toute sécurité. Si je refusais, ma famille pourrait demander une ordonnance du tribunal. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Théodore. Ils avaient déjà commencé.
Nous n'avions pas les 3 jours que nous avions prévus. J'avais besoin qu'il termine les démarches le lendemain. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. À 6 heures du matin, la sonnette a retenti. C'était Julien, accompagné de Chloé et d'un homme en blouse blanche. « Bonjour maman, je t'ai amené le docteur Morin. » Je n'allais parler à aucun docteur. Julien a insisté que c'était pour mon propre bien, mais mon propre bien, c'était moi qui en décidais. Le docteur s'est présenté, a dit qu'il voulait juste s'assurer que j'allais bien. Je lui ai répondu que j'allais parfaitement bien, que ma famille s'inquiétait pour mon argent, pas pour ma santé. Et voilà, les accusations recommencent, a dit Julien au docteur. Le docteur voulait me parler en privé, mais j'ai refusé. Je ne lui faisais pas confiance parce qu'il venait avec eux. Quand je lui ai demandé qui payait ses honoraires, il est devenu mal à l'aise. C'était l'assurance de la famille, la même que gérait mon fils. Chloé m'a demandé de ne pas rendre les choses plus difficiles. Je lui ai demandé « Plus difficile pour qui ?»« Pour tout le monde, a-t-elle dit. Pour moi, c'était très facile. Je ne voulais pas être évaluée. Je n'avais pas besoin d'être évaluée. Julien a menacé de chercher une aide juridique, une ordonnance du tribunal pour me faire évaluer. Le docteur a expliqué que dans les cas où il y avait des préoccupations familiales légitimes, le tribunal pouvait ordonner une évaluation obligatoire. Après, il déterminerait si je pouvais continuer à vivre de manière indépendante. Je suis restée silencieuse un moment, puis je leur ai dit qu'ils avaient raison. Ils ont tous été surpris. Oui, j'avais besoin de soins spécialisés, mais pas du genre qu'ils pensaient. Quel genre de soins, maman ? Des soins juridiques, une protection juridique contre vous. Je leur ai expliqué que je connaissais tous leurs plans. L'évaluation psychiatrique, la déclaration d'incapacité, l'internement, la vente de ma maison. Julien a dit que j'étais paranoïaque, mais j'étais informée. Pour la première fois depuis des mois, j'étais complètement lucide sur ce que je devais faire. Julien s'est approché et m'a demandé de ne pas dire de bêtises. Je lui ai répondu par des questions directes. Était-ce une bêtise qu'ils m'aient volé 50 000 euros ? Était-ce une bêtise qu'ils aient déjà choisi la maison de retraite ? Était-ce une bêtise qu'ils aient déjà calculé combien ils gagneraient en vendant ma maison ? Tout ce qu'ils avaient pété, c'était en pensant à mon bien-être, a-t-il menti. Je lui ai demandé si c'était mon bien-être ou le leur. Je me suis tournée vers le docteur Morin. Je lui ai demandé s'il savait que ces personnes me volaient. Il a demandé des preuves. Je lui ai dit que j'avais toutes celles dont j'avais besoin. Mon fils avait dépensé 50 000 euros sans mon autorisation. Ils avaient falsifié des documents. Ils avaient prévu de m'interner sans mon consentement. Le docteur a regardé Julien, qui a tout nié. Il a dit que j'étais confuse. J'ai ri. Amèrement. J'ai demandé au docteur s'il savait ce qui me rendait le plus confuse. Que mon propre fils me prenne pour une idiote. Julien a insisté qu'il ne me prenait pas pour une idiote, qu'il me traitait avec soin, parce qu'il m'aimait. Je leur ai demandé si voler était de l'amour, si mentir était de l'amour, si trahir était de l'amour. Ils ont tout nié. Je leur ai dit qu'alors, nous avions des définitions très différentes de ce qu'était l'amour. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. J'ai dit au docteur qu'il pouvait partir, que je ne serais pas évaluée. Julien m'a averti que ça n'allait pas en rester là. Je lui ai répondu que non, que ça n'allait pas en rester là, que j'avais déjà pris ma décision. Avant de partir, Julien s'est retourné. Il espérait que je reconsidérerais avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai dit qu'il était déjà trop tard pour les regrets. J'ai fermé la porte et j'ai appelé Théodore. Je lui ai dit qu'il devait tout finir ce jour-là. Je n'avais plus de temps. Demain serait trop tard. Je me suis assise sur mon canapé. Dans quelques heures, tout serait terminé. Julien allait comprendre qu'il avait complètement sous-estimé sa mère. Toute ma vie, j'avais été une femme qui résolvait les problèmes en silence. Quand Robert a perdu son travail, je n'ai pas fait de drame. J'ai cherché un travail supplémentaire. Quand les enfants se sont tombés de malades, je n'ai pas paniqué. J'ai trouvé des solutions. Quand Robert était mort, je ne me suis pas effondrée. J'ai continué. Maintenant, j'avais le plus grand problème de ma vie.
Mon propre fils essayant de me voler tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant 70 ans. Et j'allais le résoudre de la même manière que j'avais résolu tout le reste. En silence, avec détermination, et sans peur des conséquences. Cet après-midi-là, Théodore est revenu avec d'autres papiers. Tout avançait selon le plan. Les évaluateurs avaient terminé leur travail. Les comptables avaient vérifié tous les comptes. Les avocats avaient préparé tous les documents. « Êtes-vous absolument sûr de cela, Éléonore » ? « Théodore, je suis sûr depuis le moment où j'ai entendu mon fils planifier comment me voler. » « Mais les conséquences de ne rien faire sont pires. Une fois que nous aurons signé ces derniers documents, il n'y aura plus de retour en arrière. Combien de fois allez-vous me poser la même question ? Je ne veux pas de retour en arrière. J'ai signé les derniers papiers, mes mains tremblaient un peu, non pas de peur, mais d'anticipation. Pendant des mois, je m'étais sentie comme une victime. Pendant des mois, j'avais permis à d'autres de contrôler ma vie. Mais c'était fini. C'était maintenant à mon tour de prendre le contrôle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Je savais que le lendemain, ma vie changerait pour toujours. Je savais que Julien et Chloé recevraient la plus grande surprise de leur vie. Et je savais que, quoi qu'il arrive ensuite, j'aurais retrouvé le plus important. Ma dignité. Le lendemain, je me suis réveillée avec un calme étrange. C'était comme si j'avais porté un poids énorme pendant des mois et que je m'en étais enfin débarrassée. Je savais que dans quelques heures, tout changerait pour toujours. Théodore est arrivé à 9h du matin avec le dernier lot de documents. Son visage reflétait un mélange de respect et d'inquiétude. Je crois qu'il n'avait jamais vu une femme de 70 ans prendre une décision aussi radicale. « Les derniers papiers sont prêts, » m'a-t-il dit. « J'ai juste besoin de votre signature finale et tout sera mis en mouvement. Combien de temps avons-nous avant que ce ne soit officiel ? 48 heures au maximum. Une fois que j'aurai déposé ces documents au tribunal, on ne pourra plus l'arrêter. » Parfait. J'ai signé sans hésiter. Ma signature était ferme, décidée. Pas de tremblement, pas de doute. C'était la signature d'une femme qui savait exactement ce qu'elle faisait. « Éléonore, avez-vous pensé à la manière dont vous allez leur annoncer ? » Je ne vais rien leur annoncer. Ils s'en rendront compte tout seuls. « Êtes-vous sûr que c'est de la meilleure façon ? » Théodore, ils ne m'ont rien dit quand ils ont planifié de me voler. Je ne leur dirai rien non plus quand je me défendrai. Après le départ de Théodore, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de café et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Il y a 5 ans, à la mort de Robert, j'étais une veuve vulnérable qui avait besoin d'aide. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mais maintenant, je me rendais compte que je n'avais jamais été vulnérable. Ce que j'avais été, c'était confiante. J'avais fait confiance à mon fils parce que c'était de mon sang. J'avais fait confiance au fait que la famille protège toujours la famille. Comme je m'étais trompée. Robert me disait toujours que le sang ne garantit pas la loyauté, qu'il faut gagner le respect, même de ses enfants. Je pensais qu'il était trop dur, trop méfiant. Maintenant, je comprenais qu'il était réaliste. À 14h, une surprise est arrivée. On a sonné à la porte et c'était ma voisine d'à côté. Nathalie, une femme de mon âge qui avait toujours été très discrète, très respectueuse. « Éléonore, j'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout, Nathalie, entrez. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Elle avait l'air nerveuse, comme si elle ne savait pas par où commencer. « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« C'est à propos de votre fils. » Mes muscles se sont tendus. Qu'est-ce qui se passe avec Julien ? Hier, il est venu chez moi. Il m'a posé des questions étranges sur vous. Quel genre de questions ? S'il m'était arrivé de vous voir vous comporter bizarrement, si vous parliez toute seule. Si vous aviez l'air confuse quand vous sortiez dans le jardin. Et que lui avez-vous dit ? Je lui ai dit la vérité, que je vous vois toujours parfaitement bien, que vous êtes la femme la plus lucide que je connaisse.
Comment a-t-il réagi? Il s'est énervé. Il m'a dit que vous inventiez des histoires sur la famille, que je ne m'étais peut-être pas rendu compte de votre confusion parce que je ne vous voyais que de temps en temps. Nathalie s'est rapprochée de moi. Éléonore, votre fils vous cause des problèmes. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un me demandait directement si j'avais besoin d'aide. Quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans mon argent, aucun agenda caché. Oui, Nathalie, il me cause beaucoup de problèmes. Quel genre de problème? Je lui ai tout raconté, de l'argent disparu au plan d'internement. Nathalie m'a écouté en silence, hochant la tête avec indignation. Ce garçon m'a toujours semblé étrange, a-t-elle dit finalement. Depuis qu'il est enfant. Trop intéressé par les choses matérielles, vous vous souvenez? Bien sûr que je m'en souviens. Quand il avait 10 ans, il a vendu le vélo de son petit frère sans permission. Robert a dû aller le récupérer et le punir pendant 1 mois. Je ne me souvenais pas de cet incident, ou peut-être n'avais-je pas voulu m'en souvenir. Et maintenant, qu'allez-vous faire? J'ai déjà pris des mesures, mais je ne peux pas vous en dire les détails pour l'instant. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'un endroit où rester si les choses tournent mal? Merci, Nathalie. Mais je peux gérer ça. Vous en êtes sûre? Absolument sûre. Après le départ de Nathalie, je suis restée à réfléchir à son offre. C'était réconfortant de savoir que j'avais des alliés, que je n'étais pas complètement seule, mais cela m'a aussi confirmé quelque chose d'important. Si Julien rendait visite aux voisins pour chercher des preuves de ma prétendue confusion mentale, cela signifiait que le plan d'internement était plus avancé que je ne le pensais. Je n'avais pas de temps à perdre. Ce soir-là, j'ai appelé Théodore. « Avez-vous déposé les documents ? Je les dépose demain à la première heure. On ne peut pas les déposer aujourd'hui ? Éléonore, le tribunal a déjà fermé. Mais demain matin, promis. D'accord, mais faites-le à la première heure. Il s'est passé quelque chose ? Julien rend visite aux voisins. Il est en train de monter un dossier pour me faire déclarer mentalement incapable. Quel genre de questions pose-t-il ? Si on me voit confuse, si je parle seule, si je me comporte bizarrement. Et que lui disent-ils ? Nathalie lui a dit la vérité, que je vais parfaitement bien. C'est une bonne chose. Oui, mais je crains qu'il ne cherche d'autres voisins, des gens qui ne me connaissent peut-être pas aussi bien. Éléonore, même s'il trouvait quelqu'un pour dire quelque chose de négatif, ce n'est pas suffisant pour une déclaration d'incapacité. Il a besoin de preuves médicales. Il a déjà un médecin prêt à m'évaluer. Un médecin qui ne vous a même pas examiné. Un médecin qu'il paye. Exactement, c'est pourquoi il n'aura aucune crédibilité devant un tribunal. Vous en êtes sûr? J'en suis sûre, mais de toute façon, demain nous déposons tout et ce qu'il fera n'aura plus d'importance. J'ai raccroché et je me suis préparée pour ce qui pourrait être ma dernière nuit tranquille depuis longtemps. Le lendemain, Théodore a tenu sa promesse. À 8 heures du matin, il m'a appelé pour confirmer que tous les documents avaient été officiellement déposés. C'est fait, Éléonore. Il n'y a plus de retour en arrière. Parfait. Quand s'en rendront-ils compte? Cet après-midi, peut-être demain matin. Comment s'en rendront-ils compte? Ils recevront des notifications officielles par courrier recommandé et par coursier. Et après, ils devront décider quoi faire. À 15 heures, j'étais dans le jardin en train d'arroser les plantes quand j'ai vu arriver un camion de messagerie. Le chauffeur a sonné à la porte, a livré une grande enveloppe et est reparti. 30 minutes plus tard, un autre coursier est arrivé, puis un autre. De ma fenêtre, je pouvais voir les enveloppes s'accumuler devant la porte de la maison voisine, où vivaient maintenant temporairement Julien et Chloé, en attendant de résoudre ma situation. À 17 heures, j'ai vu arriver la voiture de Julien. Il en est sorti en courant, a ramassé toutes les enveloppes et est entré dans la maison. 15 minutes plus tard, il est ressorti en courant, est monté dans sa voiture et est parti à toute vitesse. 1 heure plus tard, il est revenu avec Chloé et un autre homme que je n'avais pas reconnu, peut-être un avocat. Je les avais vus discuter à l'entrée pendant plusieurs minutes.
Ils faisaient des gestes exagérés, pointant vers ma maison, ils semblaient très agités. Finalement, les trois se sont dirigés vers ma porte. Ils ont frappé avec force. « Maman, ouvre la porte. Il faut qu'on parle. » T'avances. Rien à nous dire. Si, nous avons à nous parler. Nous avons reçu des documents juridiques que nous ne comprenons pas. Moi, je les comprends très bien. Maman, s'il te plaît, nous voulons juste éclaircir une confusion. Il n'y a aucune confusion. D'après ces papiers, tu fais quelque chose de très drastique. Je fais quelque chose de très nécessaire. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. On peut arranger ça. C'est déjà arrangé. J'ai entendu des chuchotements de l'autre côté. Quelqu'un parlant au téléphone, des voix nerveuses. Maman, nous avons amené un avocat. Il dit qu'on peut encore arrêter ça si tu agis vite. Je ne veux rien arrêter. Maman, tu comprends que ce que tu fais? Je comprends parfaitement. Tu comprends les conséquences? Je les comprends et je les accepte. D'autres chuchotements, d'autres appels téléphoniques. Maman, cet avocat dit que tu peux changer d'avis jusqu'à demain midi. Je ne changerai pas d'avis. Tu ne vas même pas écouter nos raisons. J'ai déjà écouté vos raisons pendant 5 ans. Maman, s'il te plaît, nous t'en supplions. Maintenant, vous me suppliez? Oui, nous te supplions de reconsidérer. Comme je vous ai supplié de ne pas me voler? Silence. Comme je vous ai supplié de me respecter? Plus de silence. Comme je vous ai supplié de me traiter comme votre mère et non comme une ennemie? Maman. Il est trop tard pour les suppliques. Je les ai entendus s'éloigner de la porte, mais ils ne sont pas partis. Ils sont restés dans le jardin, parlant à voix basse avec l'avocat. Je me suis penchée à la fenêtre et je les ai vus passer d'autres appels. Ils semblaient désespérés. Et ils avaient une raison d'être désespérés, car ce qu'ils venaient de découvrir allait changer leur vie pour toujours. Et il n'y avait plus rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter. Cette nuit-là, ils ne sont pas partis. Je les ai vus par la fenêtre, campant dans le jardin comme des soldats en territoire ennemi. Juliane faisait les 100 pas, parlant au téléphone. Chloé pleurait, assise sur les marches. L'avocat examinait des papiers à la lueur d'une lampe de poche. À 11 heures du soir, ils ont de nouveau frappé à la porte. La voix de Julien sonnait différemment. Elle n'était plus autoritaire ni condescendante. Elle sonnait effrayée. Il m'a dit qu'ils avaient parlé à 3 avocats différents et que tous leur avaient confirmé que ce que je faisais était parfaitement légal, que j'en avais tout à fait le droit. Bien sûr que c'était légal, c'est pour ça que je l'avais fait. Maintenant, il voulait comprendre pourquoi j'en étais arrivée à cette extrémité. Il proposait de me rendre tout l'argent, de me demander pardon, de respecter ma maison, d'annuler les plans d'internement. Il promettait que nous pouvions recommencer à zéro, que nous pouvions toutes régler en famille. Je leur ai dit qu'il était trop tard pour vouloir toutes ces choses, que je les avais voulues il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 1 mois, mais quand je les voulais, ils m'avaient ignoré, m'avaient menti, m'avaient volé. Maintenant, non, on ne pouvait plus rien arranger, parce que je ne leur faisais plus confiance. Je ne les respectais plus, et je ne les aimais plus comme d'avant. Juliane a insisté sur le fait que nous étions une famille. Je lui ai répondu que la famille ne volait pas, qu'ils avaient eu 5 ans pour changer et qu'ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils comprenaient parfaitement ce qu'ils faisaient, mais que ça leur était égal. Ils sont restés dehors jusqu'à très tard, chuchotant, passant des appels, planifiant des stratégies qui ne leur serviraient plus à rien. Le lendemain, Théodore est arrivé tôt, me demandant comment je me sentais. « Tranquille », lui ai-je dit. Il m'a demandé une dernière fois si je voulais changer d'avis, que j'avais encore jusqu'à midi. Je lui ai rappelé que c'était ma décision et que les conséquences de ne rien faire seraient aussi permanentes. À 10 heures du matin, une voiture que je ne reconnaissais pas est arrivée. 2 hommes en costume en sont descendus, se sont dirigés vers la maison voisine où se trouvaient Julien et Chloé, et ont sonné à la porte. Je les ai vus parler pendant plusieurs minutes. L'un des hommes avait une mallette pleine de documents. Après une demi-heure, les hommes sont partis. Julien et Chloé sont restés sur le pas de la porte,
regardant les papiers qu'on leur avait remis. Chloé s'est assise par terre et s'est remise à pleurer. Julien a froissé les papiers et les a jetés au sol, mais les a ensuite ramassés et les a emportés à l'intérieur. À 11h30, ils sont venus à ma porte une dernière fois. Ils n'ont pas frappé fort comme avant. C'était un coup léger, presque timide. Julien m'a dit qu'il venait de recevoir la notification finale, que dans 30 minutes, tout serait officiel et qu'il n'y aurait plus moyen de l'arrêter. Il m'a supplié de reconsidérer, de penser à tous les Noëls que nous avions passés ensemble, à tous les moments même heureux que nous avions partagés dans famille. Je lui ai répondu que j'avais pensé à tout ça pendant 5 ans, pendant qu'il me volait, que je m'étais souvenu de chaque câlin que je lui avais donné quand il était enfant, pendant qu'il planifiait comment me prendre ma maison, que j'avais pensé à tout l'amour que je lui avais donné pendant qu'il me traitait comme une vieille idiote. Il m'a demandé où j'allais vivre après ça. Je lui ai dit que ce n'était plus son problème. Il m'a demandé comment j'allais survivre. Je lui ai dit que j'avais survécu 70 ans sans son aide, que je pouvais survivre le reste de ma vie de la même manière. Il m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner. Je suis restée silencieuse un long moment, puis je lui ai dit qu'avec le temps, je pourrais peut-être lui pardonner, mais que je ne pourrais jamais oublier. Et que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent plus être réparées. À midi pile, mon téléphone a sonné. C'était Théodore. « C'est fait, Éléonore. C'est officiel, on ne peut plus changer. » On ne peut plus changer. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon canapé. Pendant 5 ans, j'avais été une victime. Pendant 5 ans, j'avais laissé les autres contrôler ma vie, mon argent, mes décisions. J'avais vécu dans la peur, dans l'humiliation, avec le sentiment constant d'être un fardeau pour ma propre famille. Mais c'était fini. Ce que je venais de faire me faisait plus de mal que je ne l'avais imaginé. C'était comme m'arracher un morceau du cœur. Mais cela m'avait aussi donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle de ma propre vie. Dans l'après-midi, j'ai vu un mouvement constant dans la maison d'à côté. Des voitures qui arrivaient et repartaient, des gens qui entraient et sortaient, des cartons qu'on sortait, des valises qu'on chargeait. À 17h, Julien et Chloé ont mis leurs affaires dans la voiture. Avant de partir, Julien s'est dirigé une dernière fois vers ma porte. Il n'a pas frappé. Il est juste resté là, debout, pendant plusieurs minutes. Je regardais par la fenêtre. Nos regards se sont croisés. J'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu depuis des années. C'était un mélange de tristesse, de respect, et peut-être un peu d'admiration. Il avait complètement sous-estimé sa mère. Il avait pensé que j'étais une vieille femme faible qui se laisserait voler sans se défendre. Il venait de découvrir que j'étais une femme forte, prête à tout sacrifier pour retrouver sa dignité. Il est monté dans la voiture et ils sont partis. Je suis restée seule dans ma maison pour la première fois en 5 ans. Mais cette fois, la solitude était différente. Ce n'était pas la solitude de l'abandon ou de la peur. C'était la solitude de la liberté. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner spécial. J'ai mangé à ma table, dans mes assiettes préférées, sans que personne ne me dise qu'il était trop tard pour manger ou que je devais surveiller mon régime. J'ai bu un verre de vin sans que personne ne me rappelle que je ne devais pas mélanger l'alcool avec mes médicaments. C'était ma maison, ma nourriture, ma vie. Et pour la première fois depuis des années, c'était entièrement à moi. Le lendemain, Nathalie est venue me rendre visite. Elle avait vu tout le mouvement, les voitures, les cartons. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais mieux que bien. Je lui ai dit que j'étais enfin libre. Elle m'a demandé ce qui s'était passé exactement. Je lui ai expliqué que j'avais pris une décision très difficile, mais très nécessaire. Que j'avais fait quelque chose qui m'avait beaucoup fait de mal, mais qui m'avait redonné le contrôle de ma vie. Nathalie m'a regardée avec un mélange de curiosité et d'admiration. Elle m'a dit que depuis des mois, elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas, que j'avais l'air triste, effrayée, comme si je cachais quelque chose. Mais que maintenant, j'avais l'air différente. J'avais l'air de l'Éléonore qu'elle avait connue il y a des années, avant la mort de Robert.
forte, décidée, libre. Je lui ai dit que j'avais retrouvé quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Le respect de moi-même. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Julien. Sa voix était fatiguée, vaincue. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, qu'il avait eu le temps de réfléchir et qu'il se rendait compte qu'ils avaient franchi des limites qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Il m'a demandé pardon, non pas parce qu'il espérait que je change d'avis, mais parce qu'il avait besoin que je sache qu'il était désolé. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que certaines choses dépassaient le pardon, que ce qu'ils avaient fait, ce n'était pas seulement voler de l'argent ou mentir. Ils avaient volé ma dignité, mon autonomie, mon droit d'être traité comme un être humain à part entière. Il m'a demandé si nous pourrions un jour avoir une sorte de relation à nouveau. Je lui ai dit que je ne savais pas, que peut-être avec le temps, peut-être s'il prouvait par des actes et non par des paroles qu'il avait vraiment changé. Mais que cela dépendait de lui, pas de moi. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il respectait ma décision et qu'il espérait que je serais heureuse. J'ai raccroché et je suis restée à réfléchir. Pendant 70 ans, j'avais fait passer les besoins des autres avant les miens. J'avais été une bonne épouse, une bonne mère, une bonne voisine. Toujours à donner, toujours à me sacrifier, toujours à mettre la famille en premier. Mais le moment était venu de me mettre en premier. Et c'est exactement ce que j'avais fait. 3 semaines se sont écoulées après le départ de Julien et Chloé. 3 semaines de silence, de paix, de réveil chaque matin, sans craindre que quelqu'un ne fouille dans mes affaires ou ne contrôle mes décisions. 3 semaines à me souvenir de qui j'avais été avant de devenir la victime de ma propre famille. Pendant ces jours, de nombreuses personnes sont venues me rendre visite. Théodore passait régulièrement pour s'assurer que j'allais bien. Nathalie apportait le café l'après-midi et nous nous asseyions dans le jardin pour discuter. D'autres voisins, qui pendant des années n'avaient été que de vagues connaissances, se sont approchés pour me demander comment j'allais. C'était étrange de découvrir que j'avais plus de soutien que je ne l'avais imaginé. Pendant 5 ans, je m'étais sentie complètement seule. Mais il s'est avéré que cette solitude avait été construite artificiellement par ceux qui voulaient m'isoler pour mieux me contrôler. Un mardi matin, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Suzanne, la sœur cadette de Julien, que je n'avais pas vue depuis plus de 2 ans. Elle est arrivée avec les yeux rouges de larmes et les mains tremblantes. « Maman, il faut que je te parle. Entre, ma fille. » Elle s'est assise sur le canapé où elle avait si souvent joué quand elle était enfant. Elle avait l'air perdue, confuse, comme si le monde qu'elle connaissait avait soudainement changé. « Maman, Julien m'a raconté ce qui s'est passé. » « Que t'a-t-il raconté exactement ? Il m'a dit que tu avais pris une décision très drastique, que tu avais fait quelque chose qui les avait laissés sans rien. T'a-t-il dit pourquoi j'ai pris cette décision ? Il m'a dit que vous aviez eu des différends sur la gestion de tes finances. Des différends ? C'est comme ça qu'il appelle le vol ? Suzanne s'est devenue blême. Le vol ? Je lui ai tout raconté, du message anonyme qui m'avait sauvée cette nuit-là, aux plantes d'internement pour s'emparer de tout mon patrimoine. Je lui ai montré les documents qui prouvaient de l'argent disparu, les signatures falsifiées, les mensonges construits pendant des années. Maman, je ne savais rien de tout ça. Tu n'as jamais rien soupçonné ? Je pensais que c'était normal que Julien t'aide avec tes finances. Je pensais que c'était la bonne chose à faire après la mort de papa. Aider, ce n'est pas la même chose que voler. Qu'as-tu fait exactement ? Je lui ai expliqué ma décision. Son visage espacé par toutes les émotions possibles. Surprise, incrédulité, admiration, tristesse. Maman, c'est incroyable. Incroyable. Dans le bon ou le mauvais sens ? Incroyablement courageux. Elle était restée silencieuse un long moment, mais... Tu sais ce qui me fait le plus de mal ? Quoi ? Que pendant 2 ans, je ne sois pas venue te voir, parce que Julien me disait que tu étais très déprimée, que tu ne voulais voir personne, qu'il valait mieux te laisser tranquille. Il t'a dit ça ? Oui, il m'a dit que tu étais devenue très associable après la mort de papa.
Ils m'ont isolé exprès, Suzanne, pour que personne ne se rende compte de ce qu'ils faisaient. Peux-tu me pardonner de ne pas être venue ? Tu n'as rien à te faire pardonner. On t'a menti à toi aussi. Peux-tu pardonner à Julien ? La question que tout le monde me posait. La question que je me posais moi-même toutes les nuits. Je ne sais pas, ma fille. Le pardon, c'est quelque chose qui se construit avec le temps et avec des actes, pas avec des mots. Que va-t-il se passer maintenant ? Maintenant, je vais vivre. Comment ? Comme j'aurais toujours dû vivre. Librement. Suzanne est restée avec moi tout l'après-midi. Nous avons cuisiné ensemble, ce que nous n'avions pas fait depuis des années. Elle m'a aidé à réorganiser quelques meubles. Elle m'a parlé de son travail, de ses projets, de ses rêves. C'était comme retrouver une fille que j'avais perdue sans m'en rendre compte. Quand elle était partie, elle m'a serré fort dans ses bras. « Maman, je suis fière de toi. » « Pourquoi ? » ?»« Pour t'être défendue, pour ne pas t'être laissée abattre. » Et j'ai appris quelque chose d'important, Suzanne. Quoi ? Que le respect ne se mendie pas, il s'exige. Cette nuit-là, seule dans ma maison, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. J'avais payé un prix très élevé pour retrouver ma liberté. J'avais perdu un fils, j'avais brisé une famille, j'avais causé de la douleur à des personnes qui, malgré tout, restaient de mon sang. Mais j'avais aussi gagné quelque chose d'inestimable, ma dignité. Pendant 70 ans, j'avais travaillé, lutté, sacrifié, construit. J'avais élevé des enfants, j'avais enterré mon mari, j'avais survécu à des pertes, des maladies, des déceptions. J'avais été forte quand les autres avaient besoin que je sois forte. Et quand j'ai finalement eu besoin de cette force pour moi-même, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée au moment exact où j'ai décidé que je préférais tout perdre plutôt que de continuer à être traitée sans respect. Je l'ai trouvée quand j'ai compris qu'il y a des batailles qu'il faut mener, même si elles font mal. Je l'ai trouvée quand j'ai cessé d'être une victime et que je suis devenue la protagoniste de ma propre vie. Le lendemain, en arrosant les plantes dans mon jardin, j'ai vu une voiture connue se garer devant ma maison. C'était Julien. Il est descendu, seul, sans Chloé, sans avocat, sans plan caché. Il a marché lentement vers moi, les mains vides, la tête basse. « Maman, je peux te parler ? C'est aussi ta maison ? » Non, ce n'est plus ma maison. Maintenant, je comprends ça. Il est resté à plusieurs mètres de distance, comme s'il n'osait pas s'approcher davantage. Je suis venue te dire quelque chose. Je t'écoute. Je suis venue te dire que tu avais raison. En quoi ? En tout. En te défendant, en ne me faisant pas confiance, en faisant ce que tu as fait. Et je suis venue te dire que je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être le fils que j'aurais dû être depuis le début. Comment ? Je ne sais pas encore, mais je trouverai un moyen. Julien, les actes parlent plus fort que les mots. Je le sais, c'est pour ça que je ne vais pas te demander pardon avec des mots. Comment vas-tu me demander pardon ? Avec des actions, pendant le temps qu'il faudra. Il s'est tu un moment. Je peux te demander quelque chose ? Demande. Comment as-tu trouvé le courage de faire ce que tu as fait ? Ce n'était pas du courage, Julien, c'était une nécessité. Une nécessité ? La nécessité de me souvenir de qui je suis et de qui tu es. Je suis Éléonore Girard, j'ai 70 ans, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai survécu. Et je ne permettrai à personne, pas même à mon propre fils, de me prendre la dignité que j'ai mis 70 ans à construire. Julien a hoché la tête lentement. Pourras-tu un jour me pardonner ? Le pardon se gagne, Julien. Et il se gagne avec du temps, avec du respect, avec des actions constantes. Tu me donnes cette chance, je te donne la chance de prouver qui tu es vraiment. Merci. Il est parti sans plus de mots, sans promesses vaines, sans supplications dramatiques. Juste avec la compréhension qu'il devrait reconstruire la confiance à partir de zéro.
Ce soir-là, je me suis assise sur mon porche pour regarder le coucher de soleil. Ma maison était silencieuse, mais c'était un silence choisi, non imposé. Mon argent était en sécurité sur des comptes que seul moi contrôlais. Mon avenir était entre mes mains, pas dans celles des autres. J'avais appris quelque chose de fondamental. Qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Que l'âge n'est pas une excuse pour accepter la maltraitance, que l'amour véritable inclut le respect, et que sans ce respect, l'amour devient une autre forme d'abus. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et si vous avez déjà ressenti quelque chose de semblable, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous avez plus de force que vous ne l'imaginez. Et sachez que je préférerais dormir à la belle étoile plutôt que de vivre dans une maison sans dignité. Car à la fin, la seule chose que nous possédons vraiment, c'est le respect que nous avons pour nous-mêmes. Et ça, personne ne peut nous le prendre, à moins que nous ne le permettions.